Merci d'avoir choisi Chérif la télévision pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité de ce mardi 28 août 2018. Quelles sont les procédures administratives dans notre pays pour la délivrance d'un certificat d'indigence à l'endroit d'un citoyen malien afin de bénéficier d'une prise en charge au niveau des services hospitaliers? En tout cas, les autorités locales et les services sociaux compétents chargés de la question nous édifient sur le traitement des dossiers au micro d'Ahmadou Diallo et Seydou Niari. La démarche à suivre quand nous recevons les demandes provenant de la population, sinon des personnes supposées indigentes, nous traitons le dossier. Nous traitons le dossier, on envoie ça au niveau du maire. Après le circuit du maire, maintenant on envoie ça au 5e adjoint qui est chargé de l'éducation. Après le 5e adjoint, le dossier me revient en tant que secrétaire général par intérim et j'impute ça au service santé de la mairie de la commune 2. Le service santé fait un bordereau et envoie le dossier au service local de développement social, qui est une structure déconcentrée de l'État au niveau de la commune. Maintenant, c'est ce service-là maintenant qui se met en rapport avec le demandeur pour faire une enquête sociale. Bon, il n'y a pas de durée précise puisque souvent, ça peut prendre une semaine souvent. Dans d'autres cas, 2 semaines. Mais ce qui est sûr, ça ne peut pas excéder 1 mois. Nous sommes dans un pays relativement pauvre, sinon pour dire un pays très pauvre. Donc notre gouvernement, il est à remercier. Il a initié ce système pour sauver des vies. Nul ne peut contester le coût élevé des frais d'ordonnance, de frais des analyses, des radiographies, des échographies. S'il y a un système gratuit qui est là pour soutenir toute une population, ne pouvant pas laisser à eux seuls subvenir à ces frais, s'il y a un système là pour les Maliens réellement, le gouvernement est à saluer. Les gens ne sont pas au courant. Ils ne sont pas du tout au courant de ce système. Quand vous êtes dans une commune, vous n'avez pas les moyens de vous prendre en charge. Quel qu'en soit au niveau de la maladie, quel qu'en soit au niveau de tout autre besoin vitaux, vous devez aller à la mairie. Donc vous faites une demande. Si c'est pour payer la location, si vous êtes indigent, vous avez besoin de payer vos locations, la mairie est là pour l'assurer. Vous êtes malade, vous avez besoin de vous faire soigner, vous faites une demande à la mairie. Donc la mairie nous envoie cette demande pour qu'on fasse une enquête sociale. Nous sommes presque, on peut dire que nous sommes le seul service habilité à faire cette enquête sociale-là. Donc, on va sur le terrain dans la maison de la personne en question. On va lui voir chez lui, s'enquérir de tout ce qu'il dit. Parce qu'on constate maintenant qu'il y a des faux indigents. Donc, pour éviter ça, on va dans les familles respectives. On va s'asseoir, voir le quotidien, lui poser des questions. La question concernant ses gains, la question concernant son statut matrimonial, la question concernant tout ce qui peut au moins nous dire concrètement que la personne elle est indigente. Une fois que tout ça là est fait, maintenant on vient, on fait le rapport. Et ce rapport-là est envoyé à la mairie. Vous voyez? Donc une fois qu'on envoie ce rapport-là à la mairie, donc le rapport peut être concluant. C'est-à-dire on peut affirmer que la personne est indigente. Ou même dans les rapports, si on voit que ce qu'il dit ne tient pas, quelqu'un qui est dans une maison, déjà, l'état de la maison en dit beaucoup. Les biens qui sont autour de la personne en dit beaucoup sur la situation de pauvreté de la personne en question. Donc, dans ce rapport-là, si on dit que réellement la personne indigente a besoin de l'appui de l'État, donc la mairie va lui délivrer un certificat d'indigence. Ce certificat d'indigence-là est encore renvoyé ici au développement social. Dès que ça nous parvient, nous on fait un BE là-dedans, un bordereau qu'on envoie à l'ANAM pour demander un récépissé. Donc une fois qu'il s'est envoyé à l'ANAM, donc ça trouve déjà qu'ils ont tous les dossiers à main. Il y a les certificats de résidence qu'on doit ajouter pour montrer que la personne est de la commune. En plus de ça, il y a l'acte de naissance ou bien une copie de sa carte d'identité ou bien de sa carte NINA
pour certifier que c'est un Malien. Donc à partir de tout ça là, donc, ils vont mettre et ils vont délivrer le certificat. Un espace vert désigne un milieu urbain tout espace d'agrément végétalisé, gazonné ou arboré. Au Mali, il y a une cellule technique d'appui aux communes qui s'occupent de la gestion de ces espaces publics appelés espaces verts. Pour être tout à fait complet, suivons ce dossier préparé par Amadou Kamara et Abdoulaye Sougoudou. L'expression espace vert est généralement plutôt employée aux espaces publics ou semi-publics. Le mot sous-entend une situation en milieu urbain, périurbain, un milieu construit. Bon, les espaces publics à Bamako, on peut dire que c'est une situation un peu mitigée et se porte aussi bien comme on peut le dire qu'il se porte aussi mal. Il y a certains endroits, on voit que c'est certainement mal entretenu et il y a certains endroits qui se portent bien, qui sont mieux entretenus et exploités par la population. Bon, les espaces publics, il y en a plusieurs parce qu'il y a certains espaces qui sont aménagés, d'autres ne le sont pas. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vous donner une situation exhaustive des espaces verts à travers Bamako. Comme Bamako, c'est le district et les 6 communes. Il y a des espaces aussi qui sont dédiés comme espaces publics, mais qui ne sont pas encore aménagés. Donc aujourd'hui, on n'a pas une situation exhaustive du nombre d'espaces publics. Dans les années 1960, alors que la démographie et l'urbanisation sont en pleine expansion dans le monde, les urbanistes désignent les jardins et espaces de détente publique végétalisés par le terme espace vert, étant donné que ces sites sont représentés par la couleur verte sur les plans d'architecte et d'urbanisme. Un espace public, c'est un espace dédié pour le repos des habitants d'une ville. C'est un espace de récréation où les citoyens, les populations d'une ville vont prendre des aires de repos et des aires de loisirs. Voilà un peu ce que je peux vous dire par rapport à cette définition. Au niveau de la ville de Bamako, on peut dire qu'il y a 2 catégories d'espaces verts. Il y a les espaces verts tout court, qui sont des jardins aménagés, dont l'entretien incombe à la ville de Bamako. Et il y a aussi une autre catégorie d'espaces verts qui sont au niveau des monuments. Et vous savez que les monuments sont des sites qui sont régis au niveau du ministère de la Culture. Donc, et même au niveau de ces monuments, généralement il y a des espaces verts. Donc ces espaces verts, normalement, sont entretenus par la mairie du district. Donc, voilà un peu la grande difficulté qu'on a dans le cadre de l'entretien des espaces verts. Il y a des espaces qui sont avec les monuments, il y a des espaces qui sont des jardins publics que nous entretenons. Et c'est l'entretien de ces espaces verts, de façon générale, sont assurés par la direction des services de voirie urbaine, qu'on appelle généralement la voirie de Bamako. La gestion des équipements collectifs préoccupe les responsables en charge de la gestion de ces espaces, d'où une série de campagnes et d'actions de sensibilisation de la cellule technique d'appui aux communes. Bon, on peut dire qu'il y a une nuance, comme le nom l'indique. On dit un espace public, ça c'est une appellation vague. Quand on dit un espace vert, ça veut dire déjà qu'on a aménagé, qu'on a verdi, qu'on a certainement posé des trucs, des aménagements et puis des verdures. Donc il y a cette nuance-là, un espace public. Ça peut être un terrain de foot, un espace public. Là, il n'y a pas de vert là-dedans. Ou un espace vert, ça peut être un jardin qu'on a aménagé pour le coin de repos et de récréativité des populations. À noter que les aménagements des grandes artères qui subsistent encore se dégradent à grande vitesse et c'est là la capitale de Bamako qui suffoque toujours plus. Un mot de l'éducation pour permettre aux enfants de mieux maîtriser le Saint-Coran. Plusieurs parents profitent des cours de vacances organisés par certains leaders religieux et maîtres coraniques dans le souci d'occuper
Les élèves des écoles primaires en leur apprenant les sourates ainsi que les bonnes pratiques de l'ablution. Samaïra Sanogo et Abdoulaye Sogodougou sont allés à leur rencontre suivant leurs reportages. Nous sommes en vacances, l'occasion pour la plupart des élèves des écoles primaires de rendre visite à des parents. Et c'est aussi le moment approprié pour certains d'apprendre des petits métiers. Mais ceux-ci ont préféré l'apprentissage du noble Coran pour mieux maîtriser les bonnes pratiques de la prière et les notions fondamentales de la foi islamique. Les idées qui nous ont poussé à faire ça, donc comme je suis un membre du comité dans notre quartier, donc on a organisé, on a su que dans plusieurs quartiers, ils organisent cet apprentissage coranique pendant les vacances. Donc nous aussi, on a voulu commencer dans notre quartier de Djanguiné-Bougou. Donc nous voulons juste pour que les enfants puissent apprendre la sourate pour qu'ils puissent faire leur prière correctement et puis comment prendre les ablutions, qu'est-ce qui gâte les ablutions et d'autres choses. Cet acte est sain, il doit être encouragé car il permet aux enfants non seulement d'apprendre le Saint-Coran, mais aussi les empêche de faire les promenades inutiles, aboutissant souvent à des actes de vagabondage blâmables. C'est pourquoi tous les parents doivent œuvrer pour la perpétuité de l'acte. Voilà, donc ce que j'ai annoncé aux parents d'élèves, aux parents des enfants, d'envoyer aux enfants aux apprentissages du Coran dans la vacance. Donc ça va éviter les enfants de faire des vagabondages et faire de n'importe quoi dans la rue. Donc il faut mobiliser les enfants à venir apprendre la sourate pour qu'ils puissent améliorer leurs connaissances. De toute façon, l'apprentissage du Saint-Coran est noble car il permet à l'homme de mener une vie terrestre stable et de mieux préparer l'au-delà. Un très bon reportage signé Samaïra Sanogo. Autre sujet de l'actualité, après plusieurs mouvements de grève de protestation, les deux syndicats des magistrats ont appelé hier lundi à l'observation d'une grève générale illimitée sans service minimum, la sécurisation des juridictions et du personnel judiciaire, ainsi que la relecture de leur statut et de la grille de salaire. Écoutons le président du syndicat libre des magistrats du Mali qui nous donne plus de précisions au micro d'Amadou Kamara et Abdoulaye Sogodougou. Et pourquoi cette grève illimitée? Il faut remonter un peu dans le temps. Et depuis plus de 2 ans, les deux syndicats, syndicat autonome de la magistrature et syndicat libre de la magistrature, avaient déposé sur la table du gouvernement des cahiers de doléances. Ces deux cahiers ont été examinés ensemble et qui ont abouti à des négociations. À l'issue des négociations, il a été convenu que le gouvernement s'engageait à octroyer certaines indemnités et le reste des prétentions sera examiné lors de la relecture des statuts. Et un expert a été commis à cet effet. Cet expert a déposé son rapport. Les travaux de cet expert ont été validés en atelier à l'hôtel Salam et en présence de toutes les parties prenantes à cette discussion et des partenaires financiers. Et fort de cet accord, le département de la justice a introduit en conseil des ministres un projet de décret qui devait satisfaire nos besoins. Malheureusement, à notre grande surprise, ce projet de décret a été retiré plus d'une fois et pour des raisons qui n'ont pas été expliquées jusqu'à présent. Et face à cette situation, il a été de notre devoir d'écrire au Premier ministre, chef du gouvernement, et pour lui faire comprendre qu'un engagement est en souffrance depuis plus de 2 ans et que nous attendons voir son aboutissement. Nous avons donc jugé bon de déposer un préavis
qui indique clairement que si à la date du 25 juillet, nos revendications ne sont pas satisfaites, nous nous réservons le droit d'aller en grève sans autre forme de transition. Et nous avons observé une période de 7 jours ouvrables. À l'expiration de cette période, après analyse de la situation qui ne voulait pas, on a encore rajouté 7 jours. On est venu à 10 jours ouvrables. Et aujourd'hui, face au constat en tout cas alarmant, nous avons décidé d'aller en grève illimitée, en toute responsabilité. C'est fondamentalement 2 points. À l'origine, on avait une querelle de revendication, mais on a moulé ça en 2 points principaux. Le premier point, c'est l'adoption de mesures sécuritaires adéquates en direction des juridictions et des magistrats. Et on a sonné l'alarme sur ces mesures-là depuis plus de 4 ans maintenant. Et nous avons été victimes de l'enlèvement de notre collègue Sungalou, et qu'on est en train de chercher et qu'on ne retrouve pas à présent. Donc cela constitue le premier point, amélioration des conditions de sécurité et des juridictions et des magistrats. Le second point, révalorisation du traitement du magistrat par rapport au salaire de la sous-région. Nous avons constaté que les magistrats maliens sont les moins payés en Afrique, les moins payés. Mais le Mali est le dernier en matière de traitement dans cet espace-là. Ce qui est paradoxal. Et nous, on a dit qu'on ne peut pas être assimilable aux fonctionnaires ordinaires. Nous n'en sommes pas un. Nous sommes un corps à part qui a son statut particulier. Et nous sommes le 3e pouvoir constitutionnellement reconnu par notre loi fondamentale. Et notre traitement doit être examiné en conséquence. Donc, nous sommes dans un dialogue de sourds avec le gouvernement. Et notre posture actuelle est que si on n'a pas écho favorable, cette grève risque de durer. Maintenant, voici, nous vous proposons les tours d'horizon de l'actualité sur la scène internationale en bref en images, brossé par Mariétou Diallo. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se penchait ce lundi sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Entre la très controversée machine à voter et le respect du calendrier électoral, le Conseil recommande à Kinshasa d'accepter un appui logistique de l'ONU. Les ambassadeurs occidentaux à l'ONU sont de nouveau montés au créneau pour exprimer leurs craintes face au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Détractrice de longue date de la machine à voter, l'ambassadrice américaine a réitéré ses réticences quant à l'utilisation de ces machines durant les élections. Dans un tout autre registre, l'ambassadrice française adjointe à l'ONU s'est davantage inquiétée pour le respect du calendrier électoral. Autant de griefs partagés par l'opposition congolaise, de même que la société civile qui exige le retrait des machines à voter qui, selon elle, sont de nature à favoriser la fraude. Inculpé de trahison, le député ougandais Robert Kyagulanyi pourrait bientôt recouvrir la liberté. Un tribunal de la ville de Goulou, dans le nord du pays, lui a accordé ce lundi une libération sous caution. Lors de ses comparutions ces dernières semaines, le député a semblé affaibli, utilisant parfois des béquilles pour se déplacer. Sa famille et ses avocats affirment qu'il a été battu et torturé en détention, des accusations rejetées par les autorités. De célèbres politiciens d'opposition ont assisté à l'audience de lundi, certains se portant garant pour la libération sous caution des accusés. Plus de 80 candidats ont manifesté leur intention de se présenter à l'élection présidentielle de février 2019 au Sénégal, a-t-on appris lundi au début d'une campagne de collecte de parrainage destinée à limiter le nombre de candidatures dans un pays qui compte plus de 300 partis politiques. Une loi votée en avril impose dorénavant à tous les candidats et non plus uniquement à ceux de la société civile de recueillir le parrainage de 0,8% à 1% du corps électoral, soit environ 52 000 signatures réparties dans au moins 7 des 14 régions du pays, à raison de 2 000 par région au minimum.
Je ne suis pas candidat en 2021 et je soutiens la candidature du président Denis Sassou Nguesso, a annoncé Denis Christelle Sassou Nguesso lundi 27 août, affirmant vouloir mettre fin aux polémiques. Denis Sassou Nguesso a l'expérience la plus avérée pour conduire aux destinées de notre pays. Pour son fils Denis Christelle Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazzaville, réélu en 2016 après une réforme constitutionnelle qui permet à ce dernier de se représenter en 2021 pour un dernier quinquennat, doit de nouveau briguer la magistrature suprême. Après avoir obstinément refusé lundi 27 août de répondre aux questions sur l'ancien sénateur républicain John McCain, qui fut l'un des rares dans son camp à le critiquer ouvertement, Donald Trump a fini par céder à la pression en ordonnant la mise en berne des drapeaux américains à travers le pays. Le président américain a également diffusé un communiqué saluant à minima son engagement pour son pays. À cette occasion, il a annoncé que les drapeaux américains flottant sur la Maison Blanche, qui avaient été abaissés ce week-end puis relevés lundi matin dans un étrange balai, seraient de nouveau placés à mi-mât pour le reste de la semaine jusqu'à l'enterrement de celui qui a siégé plus de 35 ans au Congrès et fut candidat à la présidence. Bien, point final à votre journal de ce mardi 28 août 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans moins de 2 heures, vous retrouverez Moussa Fomba pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous très bien. Excellente suite de programmes sur notre antenne.